Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du mercredi 19 février. Aujourd'hui, à Montréal, seulement 10% de l'opération déneigement serait complétée. Le métro est un refuge pour itinérants et consommateurs de drogue. Québec va se donner les pouvoirs pour stopper une grève ou un lock-out. Et l'arnaque du jour, 26,99 $ pour gagner des vacances à Cuba dans un tout inclus. Donc, Montréal est encore paralysé par la neige. Ailleurs au Québec, on se relève péniblement. Il y a encore des routes qui sont affectées par des fermetures. À Montréal, c'est important de le dire, là, seulement 10%. Puis je mets un bémol, mais je vais le dire quand même, le 10% du déneigement qui serait terminé. Je commence à moins les croire. Je commence à avoir de la difficulté à acheter les cassettes de la Ville de Montréal pour nous expliquer la lenteur de l'opération déneigement. On nous dit d'abord qu'on n'a pas atteint le rythme de croisière. OK? Tempête, c'était dimanche. On est rendu à mercredi. À quel moment vous pensez atteindre le rythme de croisière? On nous avait dit, ça va prendre 8 jours. Mais là, Philippe Sabourin, le porte-parole de la Ville que j'aime bien, que je qualifie de lutin actuellement de la tempête, l'agneau sacrifié qui doit se présenter puis qui incarne le visage de la Ville, nous dit, vous savez, le message là qu'on livre depuis le début, de dire que ça va prendre au moins 8 jours. Dans cette affirmation, le mot-clé important, c'est « au moins ». Sérieux? Ça s'appelle, encore une fois, de la désinformation, puis des petites techniques assez médiocres, finalement, pour implanter dans l'esprit du monde une image 8 jours. Puis après ça, de dire « ben, c'est pas ça qu'on vous avait dit ». Je suis même pas sûr si c'est vrai qu'ils ont complété 10% de l'opération. Donc, ça va prendre combien de temps? Je ne le sais pas. Puis même s'ils nous disent aujourd'hui que ça va prendre 2 semaines, je suis pas certain qu'on va les croire non plus. Puis je vais quand même mettre les bémols. Je me ferai pas d'amis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je comprends que ce sont 2 tempêtes majeures. Accumulation historique. Les voitures sont abandonnées dans les quartiers. C'est compliqué. Faut les remorquer. Et les équipes de travail sont épuisées. Tout ça est vrai, mais il en demeure pas moins qu'on s'attend à plus d'efficacité, plus de rapidité, et autre chose qu'une ville qui est toujours en train de s'excuser, puis de se justifier, puis de donner des espèces de clichés comme réponse aux questions. La réalité, c'est que les trottoirs, beaucoup de trottoirs, la majorité des trottoirs sont disparus sous la neige. Il faut marcher dans les rues. Il faut prendre le transport en commun, c'est ce qu'on nous dit. Ben, les autobus fonctionnent également au ralenti. Les stations de métro sont devenues des refuges pour itinérants, puis le REM est toujours en panne. On s'entend que c'est pas le scénario idéal. Puis on va se le dire, là, les inondations, les tempêtes de neige, les épisodes de verglas, les cas de météo extrême, on va en vivre plusieurs au cours des prochaines années. Donc la question, là, c'est pas qu'est-ce qu'on fait tantôt, c'est quoi le plan de match pour les prochaines années? Parce qu'actuellement, tout ce que fait la Ville, c'est de se présenter en disant, écoutez, on est en mode réaction, on bouge, on est en train, on est agile. OK, bien, ça va se répéter dans les prochaines années extrêmement souvent. Puis je regarde les détails quand même sur certains cas qui sont importants. Là. Il y a des gens qui m'écrivent en disant, vous savez, c'est compliqué. Je dis pas le contraire. De Gazette ce matin fait une très bonne analyse en disant, une fois qu'on a regardé la situation actuelle, est-ce qu'on a perdu notre capacité de bien travailler à Montréal? C'est comme si on était là dans une ville où il n'y a jamais de neige puis qu'on est pris au dépourvu. Est-ce qu'on est capable d'être meilleur? Entre-temps, 2 nouvelles tristes. D'abord, le décès d'un homme de 57 ans qui a été retrouvé dans sa voiture, quartier Parc Extension. Il n'y a pas de marque apparente de violence, donc on ne connaît pas encore la cause du décès. Mais ce qui est mort asphyxié dans son véhicule, l'auto était ensevelie, c'est une possibilité. Puis il y a l'histoire bien triste de cette jeune fille de 13 ans qui a été ensevelie sous la neige. Elle était en arrêt cardio-respiratoire, puis on l'a transportée à l'hôpital dans le coin de Valleyfield. Puis après ça, on s'est rendu à Montréal pour évidemment traiter ce cas extrêmement urgent. Et je parlais de déneigement tantôt. Je vous parle de Xavier, qui est un auditeur qui me dit, vous savez, je prends le métro le matin puis le soir. Hier, je prends le métro à la station Joliette. Je remarque que les marches de l'escalier extérieur ne sont pas déneigées vraiment, puis que l'accès décourage peut-être des gens, puis peut-être des gens plus âgés, puis à mobilité
un peu plus réduite. Donc, j'ai envoyé, c'est un bon citoyen, un SMS, au numéro qu'on voit affiché partout dans les stations pour dire, c'est pas urgent, mais y a-tu moyen de venir dégager les marches? Ça, c'est le matin. À 5 heures, il reprend le métro et constate que ça n'a pas été fait. Puis je vous le dis, là, c'est un bon gars. Moi, je comprends ça, là, que ça prend du temps peut-être pour les trottoirs et les rues. Mais quand on invite les gens à prendre le transport en commun, puis qu'on n'est même pas foutu de déneiger des marches extérieures, et je ne comprends pas. Me semble que c'est pas si compliqué. Un gars, une pelle, 15 minutes. C'est un exemple. Entre-temps, le REM. Je vais partager avec vous, puis sans doute que si vous êtes un usager, vous avez vu ces messages passer. Hier, par exemple, très tôt le matin, petit texto, ou sur les réseaux sociaux, ralentissement, service, ensemble du réseau pour le REM, problème technique, bus disponible. Et plus tard en après-midi, pendant l'heure de pointe, ralentissement de service, ensemble du réseau, problème technique, reprise indéterminée, bus dispo. Ça, ce sont les communications du REM. La ministre Geneviève Guilbeault a convoqué la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra et les sbires qui s'occupent du REM parce qu'elle n'est pas contente, puis qu'elle comprend que les usagers sont assez frustrés. Et hier, elle nous a dit, vous savez, on est déjà en mode solution. Évidemment, le cliché dans la communication politique, c'est incroyable. On nous a garanti qu'on a triplé les équipes de travail, qu'on va être en mesure de corriger les problèmes. Et, dit-elle, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un plan de relève clair en cas de panne, où chacun fait sa part avec des communications aux usagers. Est-ce que ça devrait pas faire partie de la mission première, d'avoir un plan B puis un plan C, d'être efficace puis d'être capable de communiquer normalement avec la clientèle? Je veux dire, on vient de découvrir ça. Et c'est plate parce que le REM est un beau moyen de transport en commun, mais il n'est pas fiable. Et on se dit, mais comment ça se fait quand on a conçu le REM, on n'a pas prévu que ça se passerait au Québec avec de la neige, de la glace et donc des températures froides. Je comprends, là, c'est particulier, mais depuis le mois de janvier, ce sont des pannes à répétition, des interruptions de service, souvent dans l'heure de pointe, un service médiocre en termes d'autobus et une communication quasi inexistante. D'ailleurs, la porte-parole, Mme Lamarche, pour le REM, dit comprendre, déjà ça, la frustration des usagers du réseau qui ne fonctionne pas à la hauteur du service attendu. Et j'ai beaucoup de messages également de gens qui ont travaillé dans le transport en commun CN et qui me disent c'est pas normal ce qui se passe. Un, c'était prévisible, et deux, il y a des solutions qui existent. Et puis un mot pour vous dire aussi qu'il y a encore des mouvements petits mais réels à la frontière, donc des migrants qui tentent d'entrer illégalement au Canada. Les chiffres sont nettement moins grands qu'à l'époque du chemin Roxham, mais la Coop de l'information rapporte que des agents américains ont repéré des empreintes de pas dans la neige dans le bout de Phillipsburg. Ça s'est passé le 9 février en début d'après-midi. Et là, ils ont suivi les traces. Ils ont trouvé 3 ressortissants chinois, un homme, une femme, un enfant de 10 ans. Et tous les 3 étaient mouillés, gelés et déshydratés. Et puis après ça, ils ont vu une 4e personne qui s'en allait vers le sud. Une chasse à l'homme s'est enclenchée donc dans la neige, dans un secteur boisé, escarpé. Et ils ont arrêté un homme originaire du Guatemala. Et l'enquête a révélé qu'il aurait guidé ces 3 ressortissants chinois jusqu'à la frontière avant de les abandonner dans la forêt. Je parlais du métro. Et là, vous avez actuellement des consultations à Montréal sur l'itinérance. C'est mené par l'Office de consultation publique de Montréal, organisme bien connu pour, à l'époque, ses comptes juteux au restaurant, ses comptes de dépenses. Et c'était hier les gens de la Société de transport de Montréal, M. Caldwell, le président, et Mme Léonard, qui est la directrice générale. Voulez-vous avoir le portrait du métro? D'abord, il y a un sentiment d'insécurité qui augmente dans le métro. Les gens sont de plus en plus inquiets, nerveux, ils se sentent pas bien. Le nombre d'itinérants augmente, la criminalité augmente. Les gestes de gens qui sont en crise augmentent. Les chiffres ont été présentés, là. Je ne veux pas vous inonder ce matin, mais 52% des usagers disent se sentir en sécurité. C'est en chute de 10%. On constate également qu'il y a de plus en plus d'interruptions de services
sont liées à des actions posées par des gens qui sont en crise, que ce soit de santé mentale, de psychose, consommation de drogue, le nombre de problématiques de violence, d'incivilité, des cris, de l'agressivité, usage de drogue, consommation d'alcool, ça a augmenté de 40%. Station Bonaventure, Berry-UQAM, ce sont les deux endroits les plus problématiques. Et la STM dit, écoutez, on n'est pas un centre de consommation supervisé, d'injection supervisée. On n'est pas un refuge. On est obligé de vider les stations pour les fermer afin de mener des opérations. C'est une pression additionnelle sur nos employés. Bref, tout ça n'a pas d'allure. Et le gouvernement du Québec, Lionel Carman, regarde ça de haut et finalement intervient, mais très peu. Des projets dans les cartons, puis des réflexions. Mais on le voit, et les gens, puis j'ai des témoignages de ça tous les jours, des gens qui se sentent inconfortables pour prendre le métro. D'autre part, Radio-Canada nous apprend que Québec va légiférer pour limiter la durée des grèves et des lockouts. Ça fait un petit bout de temps que c'est dans l'air. Jean Boulet, qui est le ministre responsable du Travail, va présenter un projet de loi et on va définir ce que c'est que la sécurité économique, sociale et environnementale lors d'un conflit de travail. Et ça donne des pouvoirs ultimement au gouvernement. Donc, le gouvernement pourrait décréter qu'un conflit de travail est transféré au tribunal administratif du travail. Les parties auraient 15 jours, nous dit Radio-Canada, pour tenter de trouver une entente sur les services à maintenir, sans quoi, on va trancher. Et aussi, le recours à un décret qui permettrait au gouvernement de déterminer qu'une grève ou encore un lock-out a des répercussions importantes pour la population et donc de stopper ce conflit de travail. Là, vous comprendrez que c'est une attaque au droit de grève. Et déjà, la réaction syndicale s'organise. Déjà, c'était dans l'air depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis il va y avoir une bataille là-dessus, parce que ça pourrait permettre au gouvernement d'intervenir dans le cas d'un conflit, comme on a vu en éducation. Et ça pourrait permettre aussi dans d'autres conflits, dans d'autres secteurs d'activité économique, une intervention gouvernementale. Je reviens sur l'accident d'avion à Toronto. D'abord, la cause demeure inconnue. Il y a des hypothèses, bien sûr la météo, le vent. Mais je veux vous parler ce matin de l'intervention de Michael Nolan. C'est un paramédic qui se trouvait à l'aéroport de Toronto. Et il venait chercher son ami Peter Carlson, qui était sur ce vol en provenance de Minneapolis. Deux paramédics d'expérience. Alors, M. Nolan attend et il texte un peu quand l'avion se pose. Pas se pose, mais l'avion est sur le point, de se poser, en disant, j'envoie un premier message, puis il va me répondre, je veux juste qu'il sache que je suis à l'aéroport et que je l'attends. Et M. Carlson raconte ce qui s'est passé. D'abord, tout allait bien. Et soudainement, c'est un choc brutal. L'avion, qui est en perte de contrôle, se renverse complètement, rapidement, sort de piste. Et là, on est comme dans un manège. La tête en bas, les gens crient. Les sacs qui avaient été placés sous les sièges tombent un peu partout dans les allées, mais dans le fond, c'est le plafond de l'avion. Autrement dit, là, c'est un sentiment de panique. Et il décrit ça en disant, je vois la fumée noire qui est intense, il y a des odeurs de carburant, tout le monde est paniqué, on a peur que l'avion explose. Et là, l'avion finit par s'immobiliser. Et là, il finit lui-même par se détacher et voit notamment une mère avec son enfant de 10 ans arrive à sortir les deux de leur siège. Puis là, il faut s'imaginer, là, on est à l'envers complètement dans l'avion et réussissent à sortir. Je rappelle quand même que c'est un miracle qui s'est produit. Il y a eu des blessés graves, mais il n'y a pas de perte de vie. Mais de voir qu'il y a des gens qui ont pu comme ça, même dans la panique, même en se disant « est-ce que je suis blessé ?», être capable de venir en aide à l'intérieur à d'autres personnes qui étaient en difficulté. La presse nous dit ce matin que M. Trudeau va donner le feu vert au projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto. Ça fait longtemps que c'est dans l'air. C'est probablement d'ailleurs la dernière fois que M. Trudeau fait une annonce importante. Et c'est un projet qui pourrait coûter, au bas mot, 100 milliards de dollars. On a souvent eu ce débat. Est-ce qu'on veut un train à haute fréquence ou un train à haute vitesse? Mais là, il semble qu'on va nous promettre un train à haute fréquence et à haute vitesse. On aura les deux et ça pourrait même coûter 200 milliards de dollars si on veut
par exemple, prolongée dans le corridor jusqu'à Windsor, en Ontario. Mais c'est beaucoup d'argent. Et ce matin, je voyais aussi dans la presse que ce que le gouvernement canadien perçoit en TPS. C'est revenu, là, la TPS? Bon. La presque totalité des montants servent à payer l'intérêt sur la dette. M. Trudeau a dépensé, puis il dépense encore beaucoup. La dette s'alourdit et on doit consacrer une partie importante des revenus, donc, pour le service de la dette. Entre-temps, il y a des sondages qui sont publiés. Je regardais un tableau ce matin, Main Street. Je sentais que M. Poilievre s'énervait depuis quelques jours. Ben, je comprends pourquoi, parce que le Parti conservateur est à peu près à 39% des intentions de vote. Les libéraux, avec Mark Carney, ben, ça donnerait 35%, environ 36%. Le Bloc québécois ferait élire une cinquantaine de députés. Le NPD serait quasi rayé de la carte électorale. Donc, c'est un gouvernement majoritaire conservateur qui est en vue, mais c'est sûr là, que l'avance s'est complètement effilochée depuis le départ annoncé, je devrais dire, de M. Trudeau. Puis entre-temps, il faudrait souhaiter que les chicanes finissent entre le Bloc québécois et le Parti québécois. C'est quasiment enfantin de les voir. C'est mon candidat. Ben non, mais moi, j'en ai besoin pour mon élection. Ouais, mais moi, je le veux. M. Blanchet et M. Plamondon qui se chicanent par personne interposée. Faut pas oublier Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait hier dans la journée? Ben d'abord, il s'est donné plus de pouvoir. Il a encore signé un paquet de décrets. Et son objectif, c'est de contrôler davantage les agences fédérales américaines. Il n'y a pas une décision, il n'y a pas un budget qui peut être approuvé sans que les sbires de M. Trump, donc sa garde rapprochée, aient donné le feu vert, même si normalement, ce sont des pouvoirs qui appartiennent au Congrès américain. C'est une concentration entre les mains du président de plus en plus de pouvoir. Ça, c'est la première chose. Il a dit également que l'Ukraine est en bonne partie responsable de la guerre. On voit l'alignement de Trump avec Poutine. Et finalement, il y a un juge fédéral qui maintient le pouvoir d'Elon Musk d'aller fouiller avec son équipe dans les dossiers de plusieurs agences américaines, donc du data, des informations confidentielles sur les citoyens, sur les budgets. C'est un jugement temporaire, parce qu'on ne pense pas que la décision de lui donner tant de pouvoir, c'est si grave que ça à ce moment-ci, mais il faudra se prononcer sur le fond de la cause. Et la méthode d'Elon Musk, c'est la suivante. Il rentre quelque part, puis il dit, il n'y a plus de budget. Vous êtes tous potentiellement à la porte. Et il refait à partir de zéro les budgets en disant, ben ça, j'ai pas le choix. Ça, c'est vraiment important. Puis le reste, on peut se débarrasser des employés. Je vous dis pas qu'il n'y a pas un ménage à faire, là. C'est sûr que la bureaucratie, c'est lourd, puis qu'on le voit à répétition au Québec et au Canada. Mais c'est donner autant de pouvoir à un milliardaire, je le dis, là, qui est en conflit d'intérêts. Il est en train de jouer dans les pouvoirs, les équipes d'agences qui ont intenté des poursuites contre ces entreprises. Je veux dire, c'est du cinéma de voir que cette personne-là est en train de faire le ménage dans le bureau des enquêteurs qui travaillent sur son dossier. Vous dire également que Amazon, puis on le sentait, les délais de livraison sont plus importants qu'avant. Ça prend peut-être 4 à 5 jours au lieu d'une journée ou deux. La fermeture des entrepôts, puis je vous dirai en même temps que les services avec d'autres sous-contractants, ça semble pas encore très efficace. Je vous parle du procès de Gilbert Rozon, témoignage choc hier de Véronique Moreau, qui a été l'amoureuse de Gilbert Rozon sur une période de 12 ans, différents épisodes. Et c'est la fille de Jean-Guy Moreau. Sa sœur, Sophie, est une des plaignantes. Dans le cas de Véronique, elle vient juste confirmer la façon de faire de Gilbert Rozon. Puis elle dit, c'est un gars qui m'a violée. Une relation qui a commencé alors qu'elle avait 17 ans. Rozon en avait 34. Sa femme, Danielle Roy, est enceinte de leur premier enfant. Et pour elle, au début, c'était le prince charmant. Elle était complètement séduite par lui. Il y a eu des ruptures. Ils se sont retrouvés à nouveau ensemble jusqu'en 2001. Et c'est à partir surtout de cette période-là qu'il y a eu des moments d'extrême violence en disant, et je la cite, « Il m'a violée. Il a été très agressif avec moi. Il me forçait à avoir des relations sexuelles. J'ai hurlé dans son tympan pour qu'il arrête. Jusque-là, nos relations avaient toujours été agréables. Mais cette fois-ci, ça n'avait plus de bon sens. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Il lui a passé les menottes. On se retrouve, dit-elle, face à des agressions
sexuelle, puis elle regrette de ne pas avoir soutenu sa sœur durant ces années difficiles. Également, vous dire que les contrôleurs routiers veulent être armés. C'est pas la première fois qu'ils demandent ça. C'est dans le Journal de Montréal, une lettre ouverte pour lutter notamment contre le fentanyl. Et ils font face à des criminels quand même qui sont majeurs. Je reviens aussi sur ce cas important de ce médecin à Laval qui a été acquitté hier. C'est une décision importante qui a été rendue par la Couronne. Dr Isabelle Desormeaux, anesthésiologiste, qui avait été accusée d'avoir euthanasié un patient. Je résume ça rapidement. C'est un homme de 84 ans qui est en fin de vie. Son médecin chirurgien veut l'opérer, puis constate qu'il n'y a plus rien à faire. Et finalement, docteur Desormeaux, voyant les souffrances, a décidé de procéder à la mort donc de ce patient qui avait manifesté son intention de ne pas prolonger les soins, d'avoir recours à une forme d'assistance pour mourir. Et c'est ce qu'elle a fait. Et la Couronne dit, ben non, c'est pas ça que vous avez fait. Vous avez tué cette personne, c'est un homicide. Et cette personne-là est décédée dans le bloc opératoire. On a voulu transporter le patient ailleurs. Bref, le juge Marc-André Dagenet dit croire sans réserve l'accusé. C'est une victoire pour tous les médecins qui œuvrent en soins critiques et qui sont bienveillants et qui sont compétents. Le juge également ramasse la Couronne en disant que l'approche était simpliste, réductrice, idéologique de la notion de consentement aux soins et de l'autonomie professionnelle des médecins qui accompagnent les patients en fin de vie. Je termine aujourd'hui avec une arnaque. Ça prend toujours une arnaque. C'est incroyable. C'est le Journal de Montréal qui nous dit qu'il y a une entreprise québécoise qui offre des concours en ligne où les internautes pourraient gagner des vacances dans les tout inclus dans le Sud pour la somme de 26,99 $. Je cite le message. Non, tu ne rêves pas. Ça coûte 26,99 $ pour courir la chance de t'envoler pour une semaine à Cuba, vol aller-retour pour 2 personnes, l'hébergement dans un tout inclus, la nourriture à volonté. Le gars s'appelle Antoine Carrier, son entreprise Service Escapado, qui est à Saint-Jérôme. Le gars n'a aucun permis, pas le droit de faire des tirages, c'est pas un agent de voyage. Il est dans la mire des organismes de protection des consommateurs. Et là, ça fait plusieurs fois que des gens paient ce montant-là en espérant gagner le forfait. Ça sent l'arnaque à plein nez. Puis, on vous garantit un beau crayon de couleur si vous n'êtes pas la personne gagnante. Il y a des règles qui sont parfois hyper rigides au Québec, mais il y a quand même des règles. Mais pourquoi payer 26,99 $? Pensant gagner un voyage d'une semaine à Cuba dans un tout inclus par un gars que personne connaît, qui se présente sur le web et qui a de jolis messages. Je sais, on peut tous se faire avoir, mais ça, disons, c'est un peu gros. Je complète la revue de presse, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous donne rendez-vous à demain. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.